Bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Batimat 2019 et nous allons nous intéresser à l'enveloppe des bâtiments, à l'enveloppe performante. Et pour qu'elle soit performante, notamment, il faut optimiser les apports solaires et la lumière naturelle. Et tout ça passe par l'enveloppe, par la façade et par la couverture. Pour en parler avec moi, Monsieur Rodolphe Godin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Tellier Brice Soleil et aussi le directeur marketing d'Adexi. Tout à fait. Rapide présentation, Adexi et Alors, Tellier. Adexi est un groupe qui regroupe plusieurs sociétés qui travaillent sur la gestion des énergies naturelles, notamment avec Bluetech, éclairement naturel zénital. On fait aussi de l'éclairement naturel par la façade, mais aussi de l'ombrage, de la déstratification thermique, de la ventilation naturelle, tous les éléments qui utilisent les énergies naturelles qui peuvent apporter du confort dans le bâtiment. Voilà, et Tellier Brice Soleil est un de ces éléments. Tellier Brice Soleil est spécialisé dans l'ombrage en façade, mais aussi l'esthétique et la ventilation des parois. À côté de vous, Nelly Philippona, vous êtes présidente de CECAL, et donc CECAL. Donc CECAL, organisme de certification des vitrages isolants, feuilletés et trempés pour la France et d'autres pays européens. Voilà, le vitrage donc. Le vitrage. À côté de vous, Monsieur Olivier Devez, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable bâtiment durable Velux. Alors j'allais dire Velux, on ne présente pas, mais je vais vous demander quand même de présenter. Alors, ça mérite toujours d'être présenté. Donc déjà un petit rappel, Velux c'est la contraction de deux mots, VE pour ventilation, Lux pour lumière. Donc Velux est un groupe danois qui a implanté en France depuis 1964 et dont le fil conducteur est de participer à la conception de bâtiments durables et sains en apportant la lumière naturelle et l'air frais par la toiture, donc toutes les solutions d'entrée de lumière et d'air frais par le toit, qu'il s'agisse de toiture en pente ou de toiture plate pour tout type de bâtiment, résidentiel mais également bâtiment tertiaire. Voilà, on vous connaît beaucoup dans le résidentiel, mais il y a aussi des verrières et d'autres systèmes. Tout à fait. Vous avez, comme d'ailleurs vous aussi, Adexi, travaillé beaucoup sur la lumière naturelle. Vous avez fait des études là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Tout à fait. Alors, dans le groupe, on a vraiment une philosophie qui est celle de l'expérimentation. Donc, vous le rappeliez, on a au travers d'études et également de projets expérimentaux essayé de qualifier les bénéfices de concevoir efficacement des bâtiments en termes d'entrée de lumière naturelle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on passe plus de 90% de notre temps à l'intérieur des bâtiments, que ce soit dans la vie quotidienne, au travail ou à l'école pour ce qui est des plus jeunes enfants. Et on a des effets mesurés au travers de différentes études internationales sur les bénéfices de cette lumière naturelle, que ce soit sur des aspects de santé, mais également de concentration et de productivité. On se sent mieux globalement, hein. On est en meilleure santé lorsqu'on a beaucoup de lumière naturelle dans un bâtiment. Tout à fait. On a publié récemment notre baromètre des bâtiments sains 2019 qui confirme effectivement que la probabilité d'être sujet à des maladies ou de souffrir de différentes pathologies est plus importante, notamment dans des bâtiments qui sont moins bien dotés, on va dire, en termes d'éclairement naturel. Voilà. Il y a un élément qui est indispensable pour faire passer la lumière naturelle dans le bâtiment, c'est le vitrage. Un vitrage ça veut dire quoi aujourd'hui, un vitrage ? Qu'est-ce qu'on attend du vitrage aujourd'hui en fait ? En termes de lumière naturelle, mais aussi quelque part de protection. En fait, on attend. Je ne sais pas si on attend beaucoup de choses des vitrages ou si on a conscience de tout ce que l'on attend d'un vitrage, mais on attend énormément de choses d'un bout de verre au milieu de fenêtres ou de menuiseries. Et bien évidemment la lumière, mais pas que. CECAL, on va fêter nos 30 ans justement jeudi. Donc ça fait 30 ans qu'on certifie des valeurs sur la sécurité, sur l'acoustique. Enfin, donc il y a tout ça aussi dans les vitrages. Mais bien entendu, il ne faut jamais oublier que la première raison... Voilà, la fonction première, c'est quand même de laisser passer la lumière. Alors, c'est quand même d'avoir un accès à la lumière. Je reprends juste cela parce que, en fait, l'accès, ça laisse bien voir, entre guillemets, qu'on l'a dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on donne un accès à la lumière naturelle dans le bâtiment et tout ce qui va avec, donc il y a aussi la possibilité avec des ouvrants de ventiler, etc., d'avoir accès aussi à l'énergie amenée par le soleil quand elle est désirée, mais aussi d'avoir une vue sur l'extérieur.
ce qui est tout aussi important, et c'est ce que nous allons justement débattre jeudi dans notre conférence. On n'apporte pas seulement la lumière naturelle, Voilà. mais on permet aussi de voir à l'extérieur. Ça, c'est important. Et donc c'est la difficulté que nous avons depuis des années pour cela, c'est de l'exprimer, hein, de le quantifier, de l'exprimer, de donner des indicateurs. Et en fait, donc, nous avons l'année dernière eu la publication d'une nouvelle norme européenne, qui est la EN 17037, qui traite de la lumière naturelle dans les bâtiments. Et en fait, nous trouvons en fait, au niveau de CECAL qu'on en a peu parlé, alors qu'elle est très importante parce que c'est la première fois où on a toute une série d'indicateurs qui sont autant d'aides à la conception des bâtiments pour des architectes, pour des bureaux d'études. Et donc, est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples d'indicateurs ? Les exemples, ça va être effectivement les niveaux de lumière du jour, mais aussi les notions d'éblouissement, mais aussi les notions de vue sur l'extérieur, hein, la répartition avec des baies vitrées. Et donc, je sens que vous êtes très très curieux d'en savoir plus, donc vous allez venir nous voir jeudi à la conférence qui va traiter entre autres de cela, et de 3 façons, avec des intervenants différents, c'est-à-dire une personne qui va nous présenter vraiment la norme et ses indicateurs, mais aussi on fait intervenir des concepteurs de bâtiments qui vont nous expliquer comment eux se l'approprient pour amener cet apport de lumière naturelle, cet apport de vue sur l'extérieur, cet apport de végétalisation en fait, hein, la ville se végétalise, voilà, et nous on va la voir dans les bâtiments, voir elle est végétalisée dans les bâtiments, et on va donc traiter de tous ces points, et nous en tant que CECAL on va réaffirmer l'importance de bien connaître les performances des vitrages pour choisir le bon vitrage. Le bon vitrage au bon endroit, façade nord, façade sud et toiture. Il y a une vision globale, je crois, à avoir. Hein. Qu'est-ce que viennent chercher un peu quand vous prescrivez, quand vous faites de la prescription, qu'est-ce que vous prescrivez en termes de lumière naturelle, mais aussi, parce que ça va avec, de protection contre les apports solaires Alors qui aujourd'hui, peuvent créer des surchauffes. Ouais. Aujourd'hui, ce qu'on prescrit, et je pense qu'on est tous les 3 dans cette démarche, c'est de mettre de la lumière naturelle dans les bâtiments, puisque l'enjeu, il est dès la conception, dès même l'idée du bâtiment, de prévoir des entrées de lumière naturelle, pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, de santé, de confort, etc. Et pour bien concevoir le bâtiment, il faut connaître quelle est sa future fonction, qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur, de quoi les gens ont besoin, donc de dimensionner la lumière qui sera disponible à l'intérieur du bâtiment. Suivant le type d'activité, on va avoir besoin de 150 lux, de 300 lux ou de choses comme ça. Et donc la lumière naturelle, en fait, va être dimensionnée pour pouvoir apporter un maximum de lumière à l'intérieur du bâtiment. Alors il ne s'agit pas de guerroyer contre l'éclairage artificiel, puisque suivant les heures d'ouverture du bâtiment, il y aura toujours besoin d'éclairage artificiel, mais l'objet est de pouvoir au maximum profiter de lumière naturelle. Voilà, c'est aussi, hein, parce qu'il y a l'aspect pour profiter de la lumière parce que c'est bénéfique pour la santé, on a vu, mais il y a aussi l'aspect économie d'énergie. Hein. Alors il y a l'aspect économie d'énergie, il y a l'aspect santé, comme on le disait, productivité, confort au travail. Après, la lumière naturelle, c'est la meilleure lumière qui existe aujourd'hui pour l'être humain, puisque l'œil est fait pour percevoir la lumière naturelle. Ça va avoir des impacts importants sur le rythme circadien, hein, c'est le rythme biologique de réveil et d'endormissement, avec les niveaux de bleu et de température de couleur, par exemple plutôt bleu le matin, plutôt orange l'après-midi, qui sont des températures décelées par le cerveau. Et donc tout ça, c'est apporté gratuitement par la lumière naturelle, donc gratuitement aussi pour des raisons d'économie d'énergie, puisqu'il y a tout cet aspect confort. Et donc environnemental aussi, puisque plus on consomme d'énergie naturelle, moins on a besoin d'énergie artificielle, et ça, c'est meilleur pour la planète. Donc il faut que tout ça se soit pris en compte dès la conception du bâtiment, et nous, c'est vrai qu'au niveau d'Adexi, on prescrit d'abord, pour reprendre votre question, l'usage de lumière naturelle, et avec des bonnes pratiques d'utilisation, que ce soit en zénithal ou en façade, et puis aussi la lumière naturelle, il y a des moyens de l'apercevoir et de s'en servir, tout en maximisant les effets un petit peu collatéraux de la lumière, par exemple les apports de chaleur, que ce soit par des types de verre, que ce soit par du brise-soleil, comme nous on va proposer chez Adexi.
On reviendra sur les apports de chaleur. Ce que je voudrais que vous me disiez maintenant, c'est bien, monsieur parlait de bonnes pratiques. Lorsque ça intéresse à la toiture, c'est quoi une bonne pratique par rapport à cet aspect lumière naturelle, mais aussi protection solaire? Alors la position, effectivement, la spécificité de la toiture, c'est que en fonction des saisons, on va être sollicité de façon différente par rapport au rayonnement solaire, avec un soleil qui sera plus haut en été, plus bas en période hivernale. Donc on a plus d'apports solaires à gérer, notamment en été. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on doit traiter de ce point-là en particulier. Donc ça peut se faire, comme on l'expliquait auparavant, avec différentes solutions, que ce soit avec du vitrage à contrôle solaire, donc qui va permettre de réduire les apports d'énergie néfastes en été, mais également de façon soit simultanée, soit complémentaire avec des solutions de protection extérieure, auxquelles on peut également associer des systèmes de gestion automatique pour optimiser la montée et la descente de ce type de protection. Voilà, on aura quelque chose de plus optimisé si on est quelque chose d'automatisé, enfin qui va pouvoir prendre en charge les différents apports en fonction de la chaleur extérieure. Tout à fait. Et le bénéfice, on va dire, des menuiseries ou des fenêtres en général, c'est aussi la capacité par l'ouverture à traiter de façon additionnelle du confort d'été, donc en amenant un phénomène de rafraîchissement en été, donc notamment la nuit, quand la température à l'extérieur est plus basse que celle à l'intérieur du bâtiment, on peut, au travers de ce rafraîchissement naturel, donc cette énergie gratuite, rafraîchir le bâtiment de façon efficace. Sur cet aspect un peu surchauffe ou risque de surchauffe par les apports de lumière naturelle et donc par le vitrage, je sais que vous avez une position un peu marquée sur le sujet, donc allez-y, dites-nous, vous en avez assez d'entendre ça en fait. Non mais c'est vrai que quand on entend ah là là, grande surface vitrée égale inconfort d'été, c'est vrai que c'est... Je vous remercie d'ailleurs de nous donner la possibilité de répondre, parce que autrement c'est très frustrant d'entendre ça, dans la mesure où c'est plutôt, je vais être très clair, c'est plutôt un problème de conception dans ce cas-là. C'est une méconnaissance en tout cas des solutions qui existent aujourd'hui. Aujourd'hui, clairement, on peut faire un bâtiment très vitré, avec des solutions qui nous permettront d'éviter les surchauffes en été, sachant que ces surchauffes, d'après ce qu'on a compris, risquent de se prolonger dans le temps et d'être de plus en plus longues. En tout cas, les périodes de canicule passer de 4 à 5 jours comme on a eu cet été à 10 à 20 jours d'ici dizaine d'années. Je pense qu'il faut, enfin si vous voulez, ça fait quelques années qu'effectivement je répète ça, et je pense que justement ces périodes de canicule prolongées vont peut-être nous aider à être entendus. Quand on dit que, ce que vous disiez tout à l'heure, la première chose à faire, c'est que dès la conception, on prenne en compte la notion de confort d'été. Ce qui ne veut pas dire de tout fermer, puisque en général, quand on va chercher des grandes baies vitrées, c'est qu'on souhaite avoir cet apport de lumière ou qu'on souhaite avoir cette vue sur l'extérieur et donc de donner ce contact avec la ville aussi. Et donc, le problème, c'est souvent qu'on n'a pas été entendu parce que c'est plus compliqué peut-être, c'est pas justement on baisse et puis tout va bien. Donc il faut prendre en compte ce que vous disiez tout à l'heure, de quelle orientation nous, sur quelle orientation on est, quelle est la surface vitrée. Bien évidemment, vous n'avez pas du tout la même problématique si vous êtes sur des toutes petites fenêtres ou sur des grandes baies vitrées. Effectivement, si on est en toiture ou pas. Et puis aussi l'usage, enfin, c'est là où on voit la complexité, même l'usage du bâtiment. Vous n'allez pas traiter de la même façon un grand hall d'accueil et puis un collège ou une maison de retraite ou une maison individuelle ou des endroits où on ne va pas pouvoir ventiler en ouvrant les fenêtres. Donc c'est ça la complexité. C'est du cas par cas, à la fois dans la conception architecturale, dans l'usage du bâtiment et dans le type de vitrage à utiliser en fonction des façades. En tout cas sur de la façade, après sur de la maison individuelle, on peut parler de solutions en fonction des typologies. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'au niveau des vitrages, on a vraiment, nous on le voit, on a je crois des centaines de références enregistrées au niveau de CECAL. Donc il y a vraiment pléthore d'offres sur le marché avec des niveaux de protection solaire qui sont totalement différentes, certaines étant d'ailleurs des vitrages peu émissifs uniquement, qui ont vocation à laisser rentrer un maximum d'énergie et de lumière. Et puis on va jusqu'à des vitrages avec des facteurs solaires très bas. Et puis on a d'autant plus de solutions que ces vitrages, suivant l'usage qu'on en a,
peuvent être couplés avec donc des protections solaires rapportées pour compléter en fait la solution. Donc c'est vrai que ça demande un effort peut-être, ça demande en tout cas, et c'est vrai qu'avec les évolutions climatiques ça va être de plus en plus de cas, ça demande absolument de réfléchir la notion de confort d'été et d'y apporter tout autant d'intérêt que la notion d'isolation thermique en fait. Cette réflexion sur le confort d'été, elle repose forcément sur aussi des brise-soleil, des stores et des automatismes. Oui, c'est une vision complète du bâtiment et il faut se servir de toutes les solutions qui existent aujourd'hui. La protection solaire en est bien évidemment une, puisqu'on peut dimensionner des protections solaires. Il existe aujourd'hui, on peut très bien avoir des protections solaires horizontales, ce qu'on appelle en casquette, ou aussi en façade, qui peuvent être fixes, qui peuvent être orientables. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent venir compléter des produits verriers ou autres d'ailleurs. Et puis dans la gestion du facteur solaire, il y a aussi des solutions de ventilation diurne ou nocturne, comme on l'évoquait aussi tout à l'heure. Et il existe aussi des solutions de rafraîchissement qui ne sont pas forcément à passer par la clim. C'est ce qu'on appelle le rafraîchissement adiabatique. Voilà. Donc, et puis on parle beaucoup là de confort d'été puisqu'on parle d'apport solaire, mais il y a aussi tout le confort d'hiver avec de la déstratification thermique qui va permettre de récupérer la chaleur qui est stockée en toiture ou des choses comme ça. Ceci étant, on parle beaucoup du neuf, mais il faut aussi parler de la rénovation, puisqu'aujourd'hui il y a, on va dire, 30 millions de mètres carrés de bâtiments qui se construisent chaque année. Donc si on remonte sur 30 ans, ça fait peut-être 900 millions de mètres carrés de bâtiments existants et qui sont pour certains des bâtiments à pathologie. Il faut savoir que pour ces bâtiments, il existe des solutions qui vont passer soit par le remplacement des ouvertures existantes, soit par l'agrandissement d'ouvertures quand on manque de lumière, ou par des modifications ou en apportant aussi des solutions complémentaires, puisque c'est pas parce qu'un bâtiment a des problèmes que c'est rédhibitoire, et il y a des solutions qui existent. Et quand une solution existe, on a toujours un peu plus de mal à vivre avec le problème. Donc il y a des solutions. Il y a des solutions donc, pour apporter de la lumière naturelle et à la fois gérer toutes ces problématiques des apports solaires. On verra qu'après, on peut même produire de l'électricité avec du vitrage. Sur la lumière naturelle, vous travaillez beaucoup donc, sur le toit, sur le zénith, sur la lumière zénithale. Est-ce qu'il y a des limites quand même à l'apport de lumière naturelle? Est-ce qu'il y a un moment donné, il n'y en a pas trop? Et comment on fait pour gérer ça? Alors ça, c'est typiquement effectivement des sujets forts de conception pour lesquels aujourd'hui, notamment avec la publication de cette norme, on dispose désormais d'outils, donc notamment d'un indicateur sur le risque d'éblouissement qui va permettre justement de venir quantifier certains de ces effets qui peuvent être effectivement dérangeants, d'avoir un niveau de lumière peut-être prononcé de façon un petit peu trop importante. Donc ça va permettre de venir l'identifier. Et ensuite, il existe des solutions qui peuvent passer par des systèmes de protection extérieurs, mais également intérieurs, avec des stores tamisants qui vont permettre de venir casser un rayonnement solaire direct trop important. Voilà, donc la norme dont on a parlé tout à l'heure nous permet de régler ce type de problème. Tout à fait. C'est vrai que c'est un outil de conception important. On disposait de quelques outils, notamment dans le cadre de la RT 2012. On avait déjà un indicateur d'autonomie lumineuse, mais qui n'était pas rendu visible, donc qui a été assez peu exploité jusqu'à présent, qui pourrait l'être à l'avenir avec la publication de la RE 2020. Mais c'est vrai que cette norme 17037 permet d'accéder à toute une série d'outils qui vont faciliter le travail de conception avec des indicateurs précis et mesurés. Donc les moyens de bien gérer ça. Dernière question sur le vitrage. Aujourd'hui, on a des vitrages qui, donc, à la fois laissent passer la lumière, nous donnent des vues vers l'extérieur, font rentrer la végétalisation aux extérieurs. Bon, il y a quand même une chose qui est pas mal, c'est aussi d'ouvrir et de sortir, et d'aller voir ce qui se passe dehors. Mais on produit aussi de l'énergie photovoltaïque, on produit aussi de l'énergie en laissant passer de la lumière aujourd'hui. Alors, en fait, nous, ce qu'on voit au niveau de Sécal, comme je le disais, on a un recul de 30 ans maintenant, où on a vu dans cette certification, on essaye de suivre au maximum les évolutions du marché. Et donc on le voit au travers des certifications que l'on développe. Et donc on a effectivement développé il y a quelques années une qualification sur le vitrage photovoltaïque qui là risque, on voit une nouvelle
interrogation sur ce thème, puisque l'Aéro 2020 aussi laisse plutôt aller vers ce type de vitrage. Donc l'intérêt, c'est que là, on utilise vraiment la capacité des vitrages à absorber, à faire passer plutôt l'énergie de la lumière qui, elle, va être absorbée par des systèmes photovoltaïques. Mais aussi, on voit d'autres évolutions. Nous ne certifions pas encore, mais on commence à avoir des demandes, donc on va suivre. C'est globalement ce qu'on pourrait appeler des vitrages actifs. On a parlé là tout à l'heure un coup de faire passer l'énergie, un coup de s'en protéger. Donc si on peut trouver un équilibre annuel, on va aller sur des types de vitrages de contrôle solaire, etc. Mais on peut aussi maintenant trouver des vitrages qui sont électrochromes, qui vont avoir des facteurs solaires variables. Donc voilà, nous, au niveau de la certification, on suit tout cela pour être vraiment très proche de notre marché et apporter cette certification quand on sent qu'il y a vraiment une tendance lourde vers ce type de vitrage. Et clairement, les vitrages actifs sont quand même des vitrages aujourd'hui qui sont... qu'on commence à voir dans certains projets. D'actualité, voilà. Qui sont d'actualité. Voilà. On va terminer avec vous. Il y a aussi un outil, je crois que vous avez développé avec le GIF Lumière. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Oui, alors on travaille avec le GIF Lumière, mais on travaille également avec Eurolux, qui est le pendant européen du GIF Lumière, pour développer des outils qui servent à faire du dimensionnement, donc qui permettent, par rapport aux besoins à l'intérieur de bâtiments, d'apporter la bonne surface vitrée, ou tout du moins d'ouverture sur le bâtiment. Et donc ça permet aussi de connaître, de prévoir sans rentrer dans le détail, après on travaille avec des ciels normalisés, puisque de toute façon le ciel c'est quelque chose qui évolue, de prévoir à l'avance quelle sera la lumière disponible dans le bâtiment et quels seront aussi les impacts thermiques dans le bâtiment de ces ouvertures, de manière à pouvoir apporter une solution globale, puisque je crois que le maître mot de tout ça c'est d'avoir une vision globale du bâtiment et de toutes les solutions qui vont pouvoir interagir entre elles et de pouvoir les mettre en fonction, c'est-à-dire pouvoir piloter du vitrage électrochrome, en même temps en pilotant des systèmes de ventilation et que tout soit raccordé avec, voire même, on sait faire aujourd'hui de la prévision météo, c'est-à-dire que si on a l'intention d'ouvrir le bâtiment la nuit pour laisser rentrer de l'air frais, comme on le disait tout à l'heure, si on sait qu'il y a une tempête qui va arriver, ça permet de fermer, puisque c'est un souci récurrent des concepteurs, à l'avance, mais de pouvoir quand même utiliser cette énergie disponible naturellement autour de nous. Écoutez, merci d'être venu nous parler de lumière naturelle, donc de santé, si on l'a bien compris. Et on espère, on a juste une petite verrière au-dessus de nous, donc. Mais bon, il n'y avait pas beaucoup de lumière aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau de Batijournal TV, une émission à retrouver comme toutes les autres émissions sur notre site Batijournal TV. Merci d'être venu jusqu'à nous. À bientôt.